Marc Armingaud, je vous vois vous asseoir. Ce n'est pas la peine, je vais vous appeler dans une seconde. Je le rappelle, vous êtes homme à plusieurs casquettes, puisque vous êtes concepteur avec votre agence qu'on connaît bien, AWP, et vous êtes aussi philosophe. C'est un peu même votre point de départ, et c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Vous avez travaillé avec la Fondation Aya, qui sera là aussi cet après-midi. Racontez-nous tout. Alors, je suis bien là, mais par contre, je voudrais bien le... Voilà, Bouton vert. c'est génial. Merci beaucoup de cette invitation, Diane. Euh, je suis très heureux de pouvoir partager avec vous à la fois les objectifs et la méthode d'un projet de recherche qui est en cours au sein de la Fondation AIA, que j'ai partiellement piloté. C'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui. La Fondation se présentera peut-être plus en détail, mais c'est intéressant de se dire qu'un grand groupe d'architectes ingénieurs développe de plusieurs manières sa réflexion en même temps qu'elle fait des projets, qu'on peut être à la fois hyper innovant dans des résultats concrets, fonctionnels, économiquement efficaces, etc. Et puis en même temps, poser des questions qui, peut-être autrefois, se posaient plutôt dans les universités ou dans d'autres contextes de la recherche académique, mais à une vitesse différente. Ce qui est extraordinaire dans le cadre, en tout cas de la Fondation IA, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui se mettent à fond sur une question, et puis en 1 an, 2 ans, 3 ans, on aboutit des résultats. Alors, c'est pas un travail solitaire, c'est pas une commande qui est passée à l'agence AWP, c'est un travail avec des architectes, des ingénieurs, de IA Life Designer, avec d'autres partenaires, notamment Emmaüs Habitat, qui a joué un rôle central dans un des axes de travail que je vais vous présenter, mais aussi la Fondation Sorbonne Université, voilà, une variété d'acteurs autour de quoi? Alors, autour d'une inquiétude méthodologique qui serait que la question de la santé, et en particulier des formes contemporaines et prospectives de santé, soit posée à partir de ce qu'on sait faire aujourd'hui, et qu'on s'inquiète toujours de est-ce qu'on fait, ce que nous faisons est bien, sans toujours se rendre compte que de toute façon demain il faudra faire autre chose. Et que la réflexion sur l'existant, la réflexion critique, elle est absolument nécessaire. Il faut toujours repenser nos modèles, mais que nous allons être confrontés dans un calendrier qui est difficile à prévoir, mais enfin à des irrégularités de contexte climatique, social et peut-être sanitaire. On en fait les preuves tous au quotidien, qui sont de nature à changer quand même profondément l'idée même qu'on se fait par exemple d'un modèle. Si on va sur la question de l'EHPAD, un EHPAD, alors voilà, il faudrait que ça soit ceci, ça serait parfait. Bing, le Covid arrive, ben non, alors c'est plus du tout parfait, c'est le contraire. C'est un truc qui tue des gens. Voilà, donc ce type d'instabilité qui pouvait se produire une fois par siècle, ou une fois tous les 50 ans, sous la pression d'une guerre mondiale, etc., tout semble conspirer à nous dire qu'elles vont se produire souvent, de plus en plus souvent, de manière chaotique et en interrelation les unes avec les autres. Ce n'est pas un film d'anticipation catastrophe que je vous propose, mais c'est simplement de comprendre que ce à quoi on va faire face, ce n'est pas simplement la complexité, ça c'est le monde moderne et postmoderne, mais c'est une complexité chaotique, irrégulière, voilà, qui met en cause beaucoup le projet d'architecture. Le projet d'architecture tend toujours vers une forme d'idéal. Si l'idéal est sans cesse compromis, alors vers quoi est-ce qu'on tend? Alors, je vous montre juste quelques images pour partager avec vous une exposition qui a été quand même visitée par plusieurs milliers de spectateurs à Venise cet été, dans le contexte de la Biennale, en réponse à la question comment vivrons-nous ensemble? Et c'est comme ça que je me situe ce matin pour vous parler. Cette exposition, donc, produite et développée dans le cadre de la Fondation AIA, qui se passait donc à une centaine de mètres de l'entrée des Giardini, posait cette question simple: comment allons-nous?
Donc un déplacement de la question de la santé, de la question de la vieillesse, de la question de la grande pauvreté, etc., vers une question collective. Pourquoi? Eh bien parce que dans cette exposition, nous commençons par nous poser une question simple, c'est est-ce que le cadre de spécialisation avec lequel nous abordons toutes les grandes questions sensibles n'est pas profondément problématique? Donc à la question comment allons-nous, on est arrivé à la réponse un peu embêtante, nous sommes tous vulnérables. Alors, deux mots sur la vulnérabilité. Pourquoi c'est un mot important? C'est parce qu'il inverse le rapport. Quand on a parlé de société du care, de société du soin, on est un peu objectifié, hein, comme la chose à soigner dont il faudrait prendre soin, ou alors on se met dans la position un peu de puissance de « je vais prendre soin de toi ». La vulnérabilité, c'est un état de fragilité, déclaré ou pas. Alors, en principe, on est tous, en théorie, on est tous vulnérables. En réalité, aujourd'hui, vous avez un pourcentage de la population qui vit avec 1, 2, 3, 4, 10 formes de vulnérabilité. Donc il y a aussi des questions d'intersectionnalité, comme on les discute dans les champs de la théorie féministe, là qui se vont se poser dans les champs de la compréhension de ce que c'est que la santé. On est malade dans un labyrinthe de contraintes qui se conditionnent les unes les autres et pas toujours de façon consciente et facile à appréhender. Mais surtout, on a des tendances lourdes. L'augmentation fulgurante des cancers virulents pour lesquels il n'existe pas ou peu de traitement. L'augmentation fulgurante dans certaines tranches d'âge des maladies dégénérescentes. Oui, j'y suis peut-être moi aussi déjà. Je sens que c'est un peu lourd là comme entrée, mais c'est une réalité avec laquelle on a été confronté dans tous les entretiens qu'on a eus avec des médecins. On estime qu'à partir de 2050, plus de la moitié des humains seront conscients de vivre en état de vulnérabilité. Plus de la moitié, ça veut dire des enfants, des adultes, des gens qui sont en train de vieillir, des gens qui sont labellisés handicapés ou des gens qui sont sportifs. C'est pas que pour des raisons de dopage qu'il y a tellement de grands sportifs qui sont asthmatiques. C'est aussi parce que la proportion de l'asthme dans la société explose. Et que peut-être que le sport est une façon de repousser cette limite qui est imposée à vos poumons. Donc l'exposition, ah bah tiens, vous connaissez ce monsieur, ouvrait sur une série d'entretiens, donc voilà Gilles Berru qui vient de parler tout à l'heure, qui cherchait à inverser la position. Alors ici, on est dans c'est la cité de l'architecture, donc les architectes donnent leur point de vue sur beaucoup de sujets, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, parce que souvent ça prend très longtemps quand on est architecte de devenir bon sur un sujet qui n'est pas le sien, et puis pendant ce temps-là, la question a déjà bougé. Bon. Donc c'est parfois un peu misérable de devenir un expert de quelque chose d'autre. Et donc on s'est dit, est-ce que les architectes écoutent assez? Alors la culture d'Aya, c'est aussi beaucoup ça, d'aller à la rencontre des médecins. Et donc on a repris le bâton de pèlerin. Cette exposition, elle commence par 8 entretiens, qui ont été des entretiens qui ont duré plusieurs heures, qui ont été réalisés en plus pendant le premier confinement ou juste après, dans des conditions parfois dignes de James Bond, où on amenait tout le matériel en l'absence de la personne, et puis ensuite on était dans la pièce à côté. Enfin, c'était assez intéressant. C'est donc, dans le cadre du premier confinement, donc un moment où toutes les questions étaient perturbées, toutes les certitudes étaient décalées, un moment extrêmement intéressant pour parler à des gens comme Gilles, qui sont de grands experts et qui ont toute une carrière quand même derrière eux. Et donc, forcément, une tendance à penser qu'ils savent. Et puis là, on les prend à un moment de fragilité. Qu'est-ce qu'ils savent? Voilà. Alors, on se promène juste, là c'est le décryptage des citations les plus intéressantes de ces entretiens. Vous avez ensuite, en miroir de l'autre côté, un travail sur les déterminants de santé qui a été piloté par Simon Davis, qui dirige la filière environnement chez Aya, qui est
un jeune architecte ingénieur ultra brillant, assisté de Olivier Rousseau, sur cette question des déterminants de santé. Je ne vais pas faire une conférence sur ce sujet, je vais la résumer très simplement. Les facteurs qui déterminent notre santé, d'où déterminants, catégorie reprise par l'OMS depuis les années 70, sont à 70% du champ de l'aménagement. C'est-à-dire que 70% des décisions qui sont prises par des gens comme nous, que vous soyez élus, maîtres d'ouvrage, investisseurs, ensembliers, architectes, urbanistes, etc., 70% des décisions qui impactent la santé relèvent de notre responsabilité individuelle et collective. Donc, on a développé avec des designers une interface qui permet de prendre conscience des interactions qu'entretiennent ces facteurs, parce qu'on n'est jamais soumis à un facteur à la fois. Et on l'a fait également en prolongeant cette interrogation, pardon, on le verra un peu plus tard, mais sur des territoires qu'on aperçoit sur la droite, 6 territoires du Grand Paris, en modélisant aujourd'hui les facteurs les plus significatifs de l'environnement qui ont un impact sur la santé. Dans lequel on avait toujours un peu des segments, les enfants, les personnes en vulnérabilité aiguë, c'est-à-dire qui sont handicapés, malades, qui vivent à la rue, enfin, etc. Et puis les personnes qui vieillissent et qui ne sont pas nécessairement malades du tout, ni même empêchées dans leur liberté de mouvement, mais qui fondamentalement sont extrêmement vulnérables à certains types de problèmes. Le troisième axe de l'exposition concernait la collaboration avec Emmaüs, que je vais vous exprimer plus en détail, puisque c'est l'essentiel de ce dont je vais vous parler. Ça, c'est le catalogue. Il existe, je pense qu'il reste encore quelques caisses, donc si vous souhaitez vous le procurer, je pense qu'il suffit d'écrire à IA ou de discuter avec les gens de l'agence qui sont présents aujourd'hui. Comme toute l'exposition, il est en 2 langues, mais ça veut dire que vous le lirez encore plus vite. Choisissez votre langue et parcourez le livre à toute vitesse. Il reprend donc ces 3 catégories, toute la réflexion sur la vulnérabilité. Alors, la vulnérabilité, je vous ai dit tout à l'heure, c'est important pour modifier le point de vue de qui parle. C'est-à-dire, au lieu d'être nous en experts à l'extérieur et de dire « Ah, cette pauvre société malade, on va l'aider », on inverse. Et on se dit « Mais en fait, nous aussi, on a besoin d'aide. » Et finalement, donc, le curseur de l'aide devient un peu curieux et multilatéral. J'entendais dans les réflexions précédentes, d'ailleurs, que c'est quelque chose qui est tout à fait intégré à la réflexion de certains acteurs. Alors, si je vais un tout petit peu plus précisément dans le projet, vous verrez donc il y a à la fois Philippe Évrard et Gilles Berru qui étaient spécifiquement des experts du grand âge, qui participaient à nos débats, et puis ensuite, en fait, des gens qui étaient tous un peu des moutons à 5 pattes, comme je suis persuadé qu'un grand nombre d'entre vous dans la salle êtes vous aussi, c'est-à-dire des gens qui ont une formation initiale en médecine, qui ont exercé leur métier de médecin, mais qui sont aussi, au travers de leur vie, devenus des élus ou des acteurs syndicaux ou des personnalités de la recherche fondamentale ou des acteurs de l'interdisciplinarité. Voilà. Tous ces gens-là participent donc à une expérience qui pose la question: à quel moment est-ce que les enjeux médicaux percutent ceux de la ville? Et on ne préécrit pas ce que ça veut dire. On ne dit pas le projet urbain, on ne dit pas la mobilité, on ne dit pas la loi, la ville. On sait, beaucoup d'entre vous ici savent que, notamment sur la question de la santé, qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent du réglementaire, mais que sur les questions urbanistiques au sens formel, il n'y a pratiquement rien, si ce n'est sur le son. Donc, on est comme ça dans une considération que c'est une page blanche en fait devant nous, et que autant entendre ce qu'ont à nous dire ces médecins. Il y a une série de thèmes qui apparaissent. Il y en a évidemment un qui était celui qu'on partageait, qui était une expérience sur lequel moi j'aimerais beaucoup qu'il y ait des discussions maintenant. Je pense qu'on a fait une énorme erreur collective
qui était de s'exciter à prendre des positions dramatiques sur le coronavirus pendant les 3 premières semaines. On avait l'impression qu'il y avait des gens qui essayaient de gagner des parts d'audience. Ils n'ont souvent pas dit grand-chose d'intéressant. Et puis 2 ans plus tard, plus personne ne veut en entendre parler parce qu'on en a marre. Or, pour un pays comme les États-Unis, par exemple, tout a changé. Mais tout. Le travail, les domiciliations, les modes économiques, enfin, c'est hyper structurant. Et ça vient d'une question médicale. Ça vient d'une question sociétale. Quand on lit Le Monde ce matin, il y a sûrement déjà eu des échos qui ont été faits, on comprend bien que, voilà, il y a des basculements qui peuvent avoir lieu. C'est un film dans l'exposition, c'était présenté sous la forme d'un film qui a été réalisé par Jean-François Capeille, qui est jusqu'à ces jours-ci le président de la Fondation Aya, le grand inspirateur de ce projet, et qui a donc co-réalisé ces films avec Benoît Mignot. Et puis à chacune des visites des villes ou des quartiers où vivaient ces médecins, on a aussi réalisé des séries de reportages. Il y a des critères qui apparaissent: densité, accessibilité, les déterminants de santé, la responsabilité des villes comme organisme collectif, la question des vulnérabilités, et puis le thème du décloisonnement. Et je voudrais m'arrêter là-dessus. En fait, moi, je ne viens pas comme un expert sur comment est-ce qu'on fait la maison de retraite idéale ou comment il faut ou il ne faut pas contribuer à laisser les gens chez eux le plus tard possible. Vous êtes tous plus experts que moi. Par contre, moi, j'ai parlé à assez de gens en 3 ans, que ce soit au MIT, à Harvard, à Helsinki, ou dans le cadre de ces entretiens, pour vous dire qu'il y a un consensus, que vous partagez ou pas, et c'est peut-être ça dont il faudra débattre, sur le fait qu'une certaine pensée fonctionnaliste, une certaine efficacité de l'État-providence, et puis ces aménagements avec le marché, sont arrivés à une systématisation des effets de silo, dans toutes les directions. Si bien que nous vivons aujourd'hui dans des systèmes qui sont très compétents pour régler des problèmes à critères, et dès que vous sortez du critère, ben vous n'existez plus. Et du point de vue des investisseurs, c'est un énorme problème, parce qu'on ne va pas construire une maison pour personnes âgées qui fait autre chose que ce que demande le modèle de financement. Ça n'arrive jamais. On dit qu'on va le faire, mais on ne le fait jamais, puisqu'on a déjà du mal à faire ce qui est demandé. Donc en fait, on flèche des financements, donc en fait, on flèche des projets pour obtenir les financements, et on finit par faire la ville des financements pour lesquels on est éligible. Pour chaque acteur, c'est parfaitement compréhensible et même honorable. On vous demande quelque chose, vous répondez, donc c'est une conversation de la société. Du point de vue de l'urbaniste, c'est n'importe quoi. Parce qu'on comprend bien qu'il n'y a pas de partition, pas de chef d'orchestre, et il n'y a même pas de partage du diagnostic le plus élémentaire. Donc par exemple, le débat sur la voiture, il est fini. Il y a déjà 30 ans. Et on entendait encore aujourd'hui que, mais non, mais quand même, et vous voyez que la publicité des voitures à la télévision, c'est 80% des produits qu'on vous vend. Mais on ne fait plus de pub pour l'alcool ou la cigarette. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la question des accidents, c'est la question de l'effet induit sur la santé, et on ne sortira pas du pétrole avant très longtemps. Il faudrait construire 2 ou 3 fois plus de centrales nucléaires pour toute l'Europe pour sortir rapidement et transitionner vers un système qui a des avantages. Mais même si on disait que ben voilà, c'est ça la porte de sortie, on n'y est pas du tout. Voilà. Donc on a ce type de problèmes qui apparaissent, et donc beaucoup des acteurs qui ont une expérience politique, parmi ceux qu'on a interviewés, nous disent qu'il faut décloisonner. Et c'est les seuls projets qui marchent. C'est ceux où, dans la même réunion, il y a le porteur associatif d'un truc sur les bancs de quartier qui s'engueule avec le responsable de l'ARS, et puis avec le représentant de la mairie, et puis avec puis on ne s'engueule pas toute la vie quand même. Donc une réunion, 2 réunions, 3 réunions, on finit par se connaître, s'apprécier, changer d'avis. Bon. Et qu'il y a des expériences. Alors Charlotte Marchandise nous a parlé des siennes à Rennes. Mais évidemment et heureusement, il y a beaucoup d'autres endroits en France où ces expériences ont lieu et où on se retrouve par exemple avec des mots qui apparaissaient dans le débat, et je vais avancer, mais un terme comme de l'AMO santé.
de l'aide à maîtrise d'ouvrage, spécifiquement sur la santé. Je fais exprès de ne pas parler de vieillesse, puisque vous avez compris que, en fait, dans ce travail, on s'est retrouvé obligé à reculer d'un cran sur le thème de la vulnérabilité, et ça va se préciser en avançant. Donc, le travail sur les déterminants, je sens que je suis un peu long, donc je le dépasse, ça mérite de toute façon des grandes explications. Juste pour vous expliquer, dans une fondation comme la Fondation Aya, où on ne peut pas avoir 200 chercheurs, on s'appuie stratégiquement, ce qui a été choisi, c'est de s'intéresser à tous les chercheurs qui avaient fait des synthèses sur la question des déterminants, donc faire une synthèse de synthèse pour essayer de faire apparaître quels étaient donc les 150 facteurs les plus déterminants qui expliquent à la fois les maladies qui se développent en contexte aménagé, mais aussi les éléments qui contribuent à se protéger. Donc, c'est des séries d'entrée. Bon, c'est du graphisme, on n'a pas le temps, mais tant mieux si vous trouvez ça beau. C'est normal si vous trouvez ça abstrait. C'est extrêmement difficile de faire une synthèse de 3000 articles scientifiques et finalement d'en faire une interface qui se lit sur un iPad. C'était hyper intéressant. Nous, on fait de la recherche, donc même s'il faut qu'elle soit communicable, même si j'espère que à la fin de cette présentation, vous serez convaincus que ce sont des manières de faire qui doivent être aussi engagées dans la question plus spécifique de la vieillesse. Mais au fond, on apprend en faisant. Et s'il y avait plus de gens qui faisaient, on saurait beaucoup mieux faire. Hein, c'est important de savoir ça. Il y a des moments où, même dans un champ aussi balisé que le vôtre, il y a en fait il y a des rues qu'il faut ouvrir parce qu'on ne sait pas faire. Alors, ce qui est très agréable, c'est le caractère très interactif. On se promène, on fait varier. Si je suis dans un espace ouvert, si je suis dans telle ville, dans une rue, le long du périph', qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est une sorte d'épreuve de réalité, même si c'est une interface abstraite. Voilà, et donc je vous disais, on a regardé 6 quartiers de gare, et on les a regardés, alors aujourd'hui, avec toutes les données publiques. C'est assez vertigineux de se rendre compte d'ailleurs, par exemple, qu'un effet de démocratie, c'est ça. C'est de pouvoir faire une recherche sur des critères de santé uniquement avec ce qu'on trouve en ligne, qu'on a parfois fait confirmer en s'adressant à telle ou telle institution, mais il y a déjà une quantité phénoménale de choses qui sont accessibles. Donc cette accessibilité-là, elle nous oblige. Si c'est aussi facilement accessible, alors il faut avoir un point de vue. On devrait tous savoir qu'il y a dans les rapports de l'ARS, dans les rapports de la PUR, dans les rapports de Paris Métropole, qui percutent nos questions. Voilà. Et puis, la troisième séquence, c'est celle qu'on a développée avec Emmaüs Habitat, qui correspond peut-être plus à la thématique de ce matin. Il y avait une volonté ancienne et des contacts, et puis même des projets communs entre AIA et la Fondation Emmaüs, et Emmaüs Habitat, pardon. Mais dès qu'on posait la question de la santé, pour Emmaüs et tout le mouvement de la Fondation Abbé Pierre, c'est un peu un problème, puisqu'en fait, alors que dans le mouvement Emmaüs, on fait presque tout, historiquement, la santé est restée quelque chose qui était à peu près extérieur à leur champ d'action, puisque dans les contextes de la pauvreté extrême, qui sont leurs missions, la question de la santé, c'est une question d'action publique. Voilà. Avec donc cette chose un peu étrange et qui a été le début de nos discussions, mais puisque vous avez ressenti le besoin de toujours ajouter d'autres métiers pour aller au secours des plus démunis, des plus vulnérables, pourquoi est-ce que la santé n'y vient pas, ou des formes de santé? Ah mais si, en fait, on s'intéresse à certains handicaps, et puis alors à la vieillesse, et on revenait sur des opérations très très segmentées, dans lesquelles le logement est entièrement prescrit par le réglementaire, et dans lequel, il faut le dire aussi, l'imagination projectuelle, elle tend à parfois produire l'inverse de ce qu'on veut. Je vous donne un exemple tout bête. Pour ceux qui s'intéressent aux questions d'ergonomie, on sait que c'est mieux d'avoir un logement qui n'est pas entièrement plat. C'est pas mal s'il y a une marche, par exemple, pour que quelqu'un qui soit relativement âgé, qui se déplace peut-être pas très bien, soit quand même obligé de faire ce geste un nombre de fois par jour. C'est important pour son équilibre physiologique. Pour les gens qui se posent cette question-là, de comment est-ce qu'on active les gens
qui sont en mobilité simplifiée, on va dire. Bon. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Elle fait quelle taille, cette marche? Et puis, alors, ce logement, après, une fois qu'il est éventuellement transformé pour devenir un logement étudiant, etc., ça marche, ça ne devient pas un casse-gueule monstrueux pour des gens qui foncent à toute vitesse? Et on se retrouve en fait à avoir des réflexions. Alors dans les salles de bain, hein, on ne mettra pas de la VMC comme ci, on en mettra de la plutôt comme ça, parce que sinon elle ne sera pas financée. Bon, alors au plan santé, cette VMC, elle ne sert à rien. Donc on se retrouve en fait avec des descriptions de logements qui sont destinés à des gens dont on se demande bien d'ailleurs pendant combien de temps ils peuvent habiter ces logements. Ils se pètent la jambe, c'est fini, quoi. Il faut les déménager. Mais c'était chez eux, c'était déjà un arrachement de partir de leur vrai logement, arriver dans un décor inventé pour eux, avec toutes les compétences des gens qui sont ici, quoi. On fait tous le mieux. Puis au bout de 3 mois, merde la hanche. Allez, mémé, on te rebouge là, on change de garage. D'où, fondamentalement, cette espèce de tension. C'est une tension, c'est pas une idéologie. Que si on spécialise trop, en fait, on crée des effets de ghetto. La phrase classique, c'est les pauvres avec les pauvres, les fous avec les fous, les malades avec les malades, les vieux avec les vieux. C'est quand même comme ça qu'on gère l'essentiel de nos problèmes. Mais ça descend dans des niveaux qu'on pourrait traiter, on pourrait aussi beaucoup rigoler, là, si on commençait à lister, pas simplement des histoires sordides de couches rationnées, mais des choses aussi un peu dingues, où les architectes ont passé un temps fou à régler des questions qui vont rendre en fait ces logements de facto inhabitable par personne d'autre que la personne qui a besoin de naviguer son fauteuil. Enfin, voilà. Ah, ça, c'est à contre-courant complet de tout ce qui se discute dans l'architecture et l'urbanisme, qui est au contraire une capacité de très grande flexibilité, de renouvellement. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut approcher de la conclusion, Marc? Désolé d'être aussi mais élégant. Je vais juste passer les 5-6 dernières Super. images. Le travail qu'on a développé, il prend la forme d'un manifeste qui n'est pas encore rendu public, mais qui à Venise était publié, des extraits étaient déjà montrés. Ce manifeste, donc, il s'ancre dans l'idée qu'il faut dépasser absolument les effets de silo et qu'au lieu de traiter la vulnérabilité comme une réalité périphérique, il faut la mettre au centre de projets qui sont donc forcément des projets de programmation, des projets de ville, mais surtout des projets d'interaction entre acteurs. Et qu'au fond, c'est la question que moi je me posais en voyant tous les logos qu'on a vus des acteurs qui peuvent, ville par ville, venir se mettre autour des projets qui accueillent et qui accompagnent le grand âge. C'est qui anime ça? Qui paye? Qui garantit le fait que on ne va pas toujours aller vers le plus simple, voire le plus con? Hein, vous rentrez dans une maison de retraite, vous savez déjà que ce qu'il va y avoir à la télé, 3 fois sur 4, bon, c'est vrai pour la musique, c'est vrai pour les activités artistiques, de sensibilisation sensorielle, c'est souvent dramatique en termes de vulgarité, tout simplement, je le dis. Mais c'est normal. Qui est capable dans cet environnement-là de faire des choix de diversité, de renouvellement, de le porter? Et donc en fait, c'est peut-être ça l'enjeu principal qui est apparu dans les projets qu'on a développés. Il se trouve qu'on a répondu à 4 concours en 3 ans, AWP, AIA, la Fondation AIA et Emmaüs Habitat, dans lesquels on s'était confronté à ces questions, des projets de renouvellement qui étaient par exemple dans le cadre de Réinventer Paris, et dans lequel on se retrouvait intéressé par la possibilité de créer des frottements entre les plus défavorisés et puis ceux qui, au contraire, sont en train de profiter des mutations. Alors, il y a des villes laboratoires de ça, Nanterre, Montreuil, laboratoire, ça peut être dans toutes les acceptions du terme. Il y a des opérations laboratoires, vous en connaissez tous. La question, c'est comment est-ce que ça devient une manière de faire? Et je finirai juste avec une phrase, si tu me permets. En fait, ce qu'on a fait là, ce sont des prototypes. Ce sont des concours, en fait, où souvent en chemin, le maire change d'avis, où on ne gagne pas. Ça peut arriver aussi. Mais il y a eu, sur les 3 projets, il y en a 2 qui n'ont tout simplement pas vu le jour. Et on se demande aussi si l'enjeu pour des questions aussi graves
que le vieillissement de la population, c'est pas de se redonner de la place pour expérimenter et pour, par exemple, questionner ce que c'est qu'un prototype. Et quand on voit ce qui s'est passé avec les grands voisins, l'impact que ça a eu sur la réflexion collective, simplement avec une idée simple, on va occuper un site en donnant de la place à des populations très vulnérables, mais aussi avec une diversité d'organisations et des gens qui viennent pour faire autre chose que habiter, et qui sont éventuellement compatibles avec les gens qui habitent là, ou en tout cas qui ont un vrai respect ou un désir même de les rencontrer, de se frotter, vous changez la donne. Donc la question c'est, vous le faites une fois, c'est très bien, bravo, mais ça ne change rien. Vous le faites 10 fois, c'est pas mal. La question c'est, est-ce qu'il faut le faire 50, est-ce qu'il faut le faire 100 fois? Et ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, faire un prototype, c'est pas espérer avoir un retour sur expérience pour pouvoir ensuite massifier. J'ai entendu ça tout à l'heure. Plus personne ne veut de massification. Le mot EHPAD veut dire massification, c'est ça qui est répugnant. Il n'y a pas quand même de trucs plus répulsifs que ça. Donc, pas de massification. Ah, alors un prototype, c'est quoi? Un prototype, c'est pas un, c'est suffisamment de prototypes pour mettre en place des effets d'entraînement qui sont ensuite repris très rapidement. Le problème, c'est la vitesse. Pourquoi? Parce que sinon, le temps du prototypage, c'est 10 ans. On n'a pas 10 ans devant nous. Voilà. Je ne sais pas si on l'a jamais eu, d'ailleurs. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Marc Armando, pour cette prise de hauteur. On reprend la conversation de toute manière tout à l'heure, dans un instant, même en réalité.